Espace TV. Espace TV, le journal de 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Newsweek. Tout de suite, le sommaire. Ne pas céder à la panique et respecter les mesures d'hygiène, telle était cette semaine la quintessence de l'adresse à la nation du chef de l'État. Un discours destiné à rassurer les populations apeurées par la fièvre hémorragique virale Ebola. La session des lois de la nouvelle Assemblée nationale s'ouvre ce lundi à Conakry. En prélude à cette rentrée parlementaire, le Palais du Peuple a fait peau neuve, constat dans ce Newsweek. Et puis, le Rwanda à l'heure du souvenir. Le pays commémore ce lundi les 20 ans du génocide de 1994. Mais vous allez le voir, les blessures et les ressentiments sont encore vivants. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La fièvre hémorragique Ebola continue d'endeuiller des familles en Guinée et le bilan ne cesse d'augmenter. Et c'est justement pour rassurer les populations que le chef de l'État a fait une adresse à la nation cette semaine. Dans cette déclaration, Alpha Condé a invité les Guinéens à respecter les mesures d'hygiène. Décryptage, Idriss Sabari. Depuis janvier, la Guinée traverse une épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Selon les dernières statistiques de la division du service de la prévention, 116 cas ont été détectés, dont 72 décès sur toute l'étendue du territoire guinéen. Les préfectures de Guékédou et Massanta sont les plus touchées. La préfecture de Guékédou, qui comptabilise aujourd'hui 73 cas avec 51 décès, suivi par Massanta, 22 cas et 12 décès, Kissidou 7 cas et 5 décès, et la préfecture de Dabola 2 cas, 2 décès, et enfin Conakry 8 cas et 0 décès. Dans une adresse à la nation, le chef de l'État a tenu à rassurer les populations sur les dispositions prises par son gouvernement pour freiner cette épidémie. Alpha Condé a exhorté les Guinéens à l'application des mesures d'hygiène. Mon gouvernement et moi-même sommes très préoccupés par cette épidémie qui touche notamment les couches les plus actives du pays, parmi lesquelles les personnels de la santé. C'est pourquoi je tiens à rassurer les populations que grâce à l'appui de la communauté internationale, toutes les dispositions sont prises pour lutter efficacement contre cette épidémie. Les retours d'informations que nous recevons nous permettent d'être optimistes et confiants sur un succès final et rapide de notre réponse à cette épreuve. Je lance un appel pressant aux populations pour le respect strict des mesures de prévention données par les services de santé à travers les différents messages. Sur le terrain, les organisations sanitaires s'activent pour accompagner la Guinée dans sa lutte pour l'éradication de cette maladie. Les partenaires de la Guinée tentent de leur côté de mobiliser des fonds pour permettre au pays de riposter contre cette épidémie qui continue d'endeuiller plusieurs familles. La Commission de l'Union européenne a déjà débloqué 500 000 € pour aider les autorités guinéennes à contenir la propagation du virus. Et à propos toujours du virus Ebola, le gouvernement guinéen a dans un communiqué déploré le fait que des groupuscules de personnes s'en soient pris au personnel de Médecins sans frontières dans la préfecture de Massanta. Le gouvernement a souligné l'importance de l'intervention de MSF et d'autres structures sanitaires sans lesquelles, je cite, la maladie serait sous contrôle aujourd'hui, promettant de prendre des mesures pour assurer la sécurité du personnel de MSF. Il appelle les populations au calme et à la retenue et s'engage à traduire les fauteurs de troubles devant la justice. Suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en décembre 2009, la Guinée met les bouchées doubles pour sa réintégration avant l'échéance du 26 avril prochain. Après le tour des préfectures minières du pays, le rapport exercice 2011-2012 a été présenté en début de semaine par le secrétaire exécutif du comité de pilotage de l'ITUE Guinée. Al-Gassi Mouba nous en dit davantage. Les données des recettes générées par le secteur minier guinéen au compte des années 2011 et 2012 sont maintenant disponibles et consignées dans un rapport de 19 pages.
L'œuvre est de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Guinée. Pour 2011, le revenu total déclaré est de 981 800 000 $ et 379 995 000 $ pour l'année 2012. Une étape décisive pour le rendez-vous de la validation à l'ITIE international prévu le 26 avril prochain. Nous avons été recalés l'année passée parce que nous avons eu des écarts entre les paiements totaux faits par les sociétés minières et ceux encaissés par l'État d'un écart de 3,16%, ce qui est un montant quand même assez important. Cette année, après avoir pris la mesure de notre non-réussite, nous avons alerté toute l'administration publique et des efforts importants ont été faits. Nous avons réduit cet écart à 0,02%. Les revenus des rapports de réconciliation suffisent-ils pour faire de la Guinée un véritable pays minier? Difficile à dire en raison du faible niveau d'exploitation et de transformation du potentiel minier existant. C'est un pays minier. Le problème, c'est que tout n'est pas encore exploité. Le Mont Nimba, je dirais même que c'est un gisement pétrolier. Parce que le baril du pétrole est égal aujourd'hui au prix de la tonne de fer. Donc, si nous mettons ça en exploitation et tant d'autres, vous verrez que le sort de ce pays-là va changer complètement. Voilà. Pour mémoire, la Guinée a été suspendue de l'initiative en décembre 2009 suite à une demande de suspension volontaire formulée par elle à l'adresse du secrétariat exécutif de l'ITIE international. Autre fait majeur de cette semaine, le 30e anniversaire de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. C'était le 3 avril 1984, une date qui sonna la fin du régime Sékou Touré et celle du calvaire des prisonniers du camp Boiro. C'est un récit de Djibril Ba. Le 3 avril 1984, il y a 30 ans que des victimes du camp Boiro ont recouvré leur liberté. C'était sous l'égide du général Lansana Conté, président défunt qui venait juste de prendre le pouvoir avec ses compagnons d'armes. Sidiki Bah Keïta, fils d'une victime, une histoire sombre pour lui. Le souvenir de l'ouverture du camp Boiro et de toutes ces femmes, ces veuves qui espéraient encore leur mari là, puisque effectivement le camp Boiro était un camp qui tuait silencieusement. La date du 3 avril marque la fin du régime de Sékou Touré. Une page se tourne, un nouveau souffle pour le peuple guinéen. Une vague de joie s'étend sur toute l'étendue du territoire national. De façon spontanée, sur l'ensemble du territoire, une déferlante de joie, n'est-ce pas, s'est déclenchée. Et de Conakry à Yomou en passant par Koundara, les Guinéens, comme un seul homme, ont chanté liberté, liberté, liberté. Il y a même eu des chansons que les femmes Soussou qui en ont le secret ont pu inventer le jour-là même. Pour la journée d'aujourd'hui, l'association des victimes du camp Boiro a fait une déclaration. Une déclaration qui se résume en 3 épisodes. C'est l'épisode donc de l'accession à l'indépendance, l'épisode de la première période dans la Première République et l'épisode de la Deuxième République sous Sékou Touré, parce qu'effectivement, les uns et les autres s'évertuent à faire la négation absolue de cette République populaire et révolutionnaire de Guinée. Avec un seul slogan, plus jamais ça, les victimes du camp Boiro ne demandent qu'une seule chose, la justice. Politique, une rencontre de concertation s'est tenue vendredi à Conakry. Elle a regroupé responsables de la CENI et représentants de partis politiques. Il a été question de tirer les leçons du dernier scrutin législatif. Les 2 partis se sont engagés à œuvrer pour le déroulement correct des prochaines élections communales et communautaires. Aïssatou Sani. Un comité de pilotage de la CENI a rencontré ce vendredi les partis politiques et la commission électorale communale indépendante de Matoto, CECI. Objectif, faire une évaluation des élections législatives de 2013, en tirer les tares pour pouvoir mieux organiser celles communales et communautaires. Bon, il y a eu beaucoup de manquements à
la bonne marche à la bonne tenue des élections, tant au niveau du fichier électoral qu'au niveau du découpage des bureaux de vote, au niveau de l'acheminement et même de la décentralisation, du recensement des votes. Nous avons fait des propositions suivant le processus électoral du début à la fin pour que, au niveau de Matoto, qu'on ne connaisse plus ce qui s'est passé au niveau des élections législatives. Parlant justement des propositions, celle sur le transport des procès-verbaux a été largement débattue. Nous avons proposé que les bureaux de vote d'un quartier soient regroupés dans un lieu sûr, pas sur le chef de quartier bien sûr, si on doute sur la moralité du chef de quartier, mais une école publique peut être retenue. Après le déploiement, tous les présidents des bureaux de vote se retrouvent ici, sur la supervision de la FOCEL et les représentants des partis politiques, et que les véhicules soient envoyés pour qu'ils soient transportés en commun. La CENI prévoit ainsi d'user de tous ses moyens pour le bon déroulement des élections communales et communautaires en Guinée. La CENI s'est inscrite dans une dynamique d'organisation des élections dont les résultats seront acceptés par tous. Et pour cela, il faut tout faire pour débarrasser le processus des tares et des incohérences dans le cadre de la conduite des élections dans notre pays. Au chapitre des faits divers, un incendie s'est déclaré au tribunal de première instance de Dixine, un sinistre qui met sous le choc des professionnels de droit. Une enquête a été ouverte. Explication. Les locaux du tribunal de première instance de Dixine ont pris feu cet après-midi alors qu'un procès était en cours. 30 policiers devaient suivre leur jugement pour usurpation de fonctions. Coup de panique, l'incendie a causé des dégâts énormes. Les dégâts, les mobiliers, la dotation dans le bureau et certains documents administratifs. Vous n'êtes pas sans savoir quand il y a un incendie, les documents administratifs vont disparaître. Alors c'est cela, c'est ce qui s'est passé. La cause de l'incendie reste mystérieuse pour les victimes. Les sapeurs-pompiers, aussitôt alertés, ont dû faire leur mieux. Dès qu'on a reçu l'alerte, on était même en réunion du cabinet. Directement, on a dépêché la première équipe, arrivée sur les lieux. Ils ont fait croire que l'incendie est grand. Le renfort est venu aussitôt. C'est ce qui nous a permis de maîtriser, de circonscrire l'incendie. Des affirmations sur un possible court-circuit ou l'usage de l'encens dans le bureau de la présidente du tribunal ont été dégagées. Court-circuit ou usage de l'encens. Des enquêtes cependant sont en cours pour déterminer l'origine de cet incident. L'hémicycle du Palais du Peuple fait sa toilette avant la rentrée parlementaire prévue ce lundi 7 avril. Objectif, redonner une image reluisante à cet édifice qui abrite l'institution parlementaire et qui avait jusque-là des installations dégradées. Le constat dans ce reportage signé Mamadou Boïdialou. L'hémicycle du Palais du Peuple fait sa toilette avant la grande rentrée parlementaire prévue le 7 avril prochain. De nouvelles chaises et tables, en passant par les plafonds, les moquettes, la sonorisation, la climatisation, tout a été changé. Comme vous le voyez, nous avons déjà fait à peu près 6 jours de travail. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 95%. Parce que comme vous avez constaté, nous sommes en train de fixer les rideaux, les moquettes, parce que tout a été complètement rénové, parce que nous avons essayé de changer tous les bois qui étaient en gradin. On a remplacé tout ceci pour que, comme on réclamait les députés, il faut que tout soit neuf d'ici la rentrée parlementaire. Les toilettes aussi n'ont pas été épargnées par cette rénovation. Les murs reçoivent la dernière couche de peinture. L'entreprise chargée de fournir les mobiliers de bureau et autres accessoires s'active pour être dans les délais. Les mobiliers sont en place. Nous avons cherché à mobiliser les personnels qu'il faut pour pouvoir bien respecter les travaux. Nous essayons de travailler ici 24 heures sur 24 pour respecter les délais bien déterminés pour que enfin l'autorité en place soit belle et bien contente. Après la session inaugurale en janvier, certains députés avaient déploré l'état de délabrement de l'hémicycle. Une situation qui n'était pas de nature à favoriser le travail parlementaire. Ainsi donc, les élus du peuple s'apprêtent à retrouver un hémicycle qui fait état
de Pont-Neuf. À suivre dans les minutes qui viennent, le lancement officiel de la campagne d'assainissement de la ville de Conakry par le gouverneur Soriba Sorel Camara. Et puis les soldats tchadiens mis en cause par les résultats d'une enquête des Nations Unies. Le gouverneur de la ville de Conakry a officiellement lancé samedi une nouvelle campagne d'assainissement de la capitale. Et pour la circonstance, Soriba Sorel Camara a fait le tour de quelques communes pour exhorter les responsables communaux à œuvrer pour une ville propre. Chérif Diallo était sur ses pas. Voici son reportage. Une autre campagne, coup de balai Conakry ville propre. Cette énième campagne d'assainissement de la ville de Conakry s'étendra pendant 3 mois et a pour objectif d'éliminer les nombreux points noirs qui pullulent dans la capitale. Après 2 à 3 opérations test l'année dernière et cette année, qui nous ont montré que nos communes, nos collectivités de base sont capables, quand on leur transfère des compétences, de les assumer à condition de les y aider, nous allons lancer à partir d'aujourd'hui une nouvelle phase. Cette fois-ci, ce ne sera plus une opération test, mais une opération systématique d'assainissement de la capitale. Sur 3 mois, qui vont se prolonger sur un programme à moyen et long terme. Le gouverneur de la ville de Conakry, en premier rang de cette campagne, tente de rassurer les populations sur le bien fondé de la salubrité. On a trouvé des véhicules garés n'importe comment. C'est des élections à tirer. Dès demain, les déguerpissements vont commencer. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas dans les normes n'ont qu'à quitter. Des espaces publicitaires qui sont là, les publicités. Je demande à tout le monde de descendre ces publicités et de venir au gouvernorat pour venir prendre contact avec nous. Ce n'est que pour 3 mois d'assainissement. Donc c'est périodique, c'est contenu. Mais chaque samedi, c'est une grande opération. Les présidents des délégations spéciales ont été invités à s'impliquer activement pour la réussite de cette campagne. Mais pour la journée d'aujourd'hui, c'est l'ensemble de Conakry. Demain, le lundi ou le mardi, je vais convoquer une grande réunion des responsables communaux, des maires et des chefs de quartier. Je vais mettre les points sur les i. Moi, mon temps, tu déconnes, je te mets à l'écart, je prends un bon Guinéen pour faire le changement. Cette campagne d'assainissement de la ville de Conakry est une initiative qui est soutenue par l'ensemble des populations et du gouvernement. Si d'autres y voient une belle initiative, certains trouvent qu'il ne s'agit que d'une opération de charme. L'ONU accuse les soldats tchadiens d'être responsables de l'incendie qui a fait au moins 30 morts et plus de 300 blessés le week-end dernier à Bangui. Les premiers résultats de l'enquête ont été annoncés à Genève par le porte-parole des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Rwanda commémore officiellement dès lundi le génocide de 1994. L'émotion est très forte ces jours-ci dans le pays. Chaque cérémonie, chaque rassemblement ravive les souffrances. Illustration dans les faubourgs de Kigali lors du passage de la flamme du souvenir suivi. C'est la fin de ce numéro du Newsweek. Merci à tous de l'avoir suivi et passez un excellent week-end en compagnie des programmes d'Espace TV.